Juste après le coup d'État au Nigeria, l'Amérique et la France ont annoncé qu'elles ne reconnaissaient pas la junte militaire. Elles sont même allées jusqu'à dire qu'elles ne prenaient pas d'ordre d'une junte militaire illégitime, et qu'elles ne rappelleraient pas leurs troupes. Mais maintenant, après avoir vu la force du Niger, elles essaient de supplier et de négocier avec le Niger. Elles savent que la Russie entre dans le continent africain, présentant aux pays africains une solution permanente au terrorisme et à la violence. Cela a effrayé l'Amérique et la France, car si cela se produit, la Russie deviendra un allié permanent de l'Afrique. Non seulement cela, mais les organisations terroristes seront déracinées, et il n'y aura plus d'excuses pour l'Occident de venir en Afrique. Plus tôt, il s'était infiltré en Afrique sous prétexte de mettre fin au terrorisme, ce qu'il n'a pas fait délibérément pour prolonger son séjour. Maintenant, l'Amérique et la France n'ont d'autre choix que de supplier le Niger, car la Russie a déjà commencé quelque chose qui fait transpirer l'Occident. De quoi s'agit-il? Découvrons-le dans cette vidéo de Wassa EWA. La France a préservé son habitude coloniale d'exploiter les pays riches en ressources qui étaient ses anciennes colonies. Aujourd'hui, c'est le seul pays qui veut un intérêt profond dans les pays qu'elle a pillés pendant des siècles. C'est pourquoi la plupart des pays de la région du Sahel et les pays africains francophones subissent encore l'exploitation par la France. Après avoir accordé l'indépendance aux pays africains, la France a veillé à pouvoir piller les ressources. Pour ce faire, elle a conclu des accords inéquitables, en plus de créer de la violence et du terrorisme dans la région. Cela a été fait pour ouvrir la voie aux troupes françaises et occidentales pour entrer dans les pays africains. Apparemment, ces troupes étaient là pour combattre le terrorisme, mais secrètement, elles ne protégeaient que les intérêts français. Parfois, elles ont fait du chantage aux présidents africains pour les soumettre, menaçant de provoquer des coups d'État contre eux. Dans tout cela, les États-Unis ont aidé la France, comme nous l'avons vu dans le cas de la Libye, lorsque l'OTAN a envahi le pays et a été directement impliquée dans le meurtre de Mouammar Kadhafi. Mais les pays africains ont remarqué une tendance étrange. Malgré leur présence en Afrique pendant des décennies, les troupes françaises n'ont pas pu mettre fin au terrorisme, ou peut-être qu'elles n'ont jamais reçu pour tâche de déraciner le terrorisme en premier lieu. Si elles le voulaient, cela ne prendrait que quelques années, mais cela aurait mis fin à toutes les excuses pour que les troupes françaises restent, donc elles ont prolongé le combat. Maintenant, des pays africains comme le Niger ont expulsé les troupes françaises. Même si la France a 3 bases militaires au Niger et que les États-Unis ont une base de drones, les ordres sont stricts. Les troupes françaises ont déjà commencé à partir tandis que le Pentagone américain prépare sa stratégie de retrait. Cependant, tout cela est pour le monde. Au fond, ni la France ni les États-Unis ne veulent partir. C'est parce que les bases militaires françaises protègent les intérêts français dans le pays, tandis que la base de drones américaine lui permet d'espionner tout le continent. Les priver de ces bases signifie rendre l'Occident aveugle. Par exemple, la base aérienne du Niger, numéro 201, fonctionne comme une base aérienne de drones des États-Unis située près d'Agadé, au Niger. Positionnée à environ 5 km au sud-est d'Agadé, la base est officiellement détenue par l'armée nigériane, mais a été construite et financée par les États-Unis. Principalement utilisé par l'armée américaine pour les opérations de drones, ce site s'avère être un outil efficace pour les États-Unis dans les missions de surveillance. Les opérations à la base numéro 201 ont commencé le 19 avril 2016, hébergeant des drones armés General Atomic MQ-9 Reaper ainsi que des avions de transport Boeing C-17 Globemaster III plus grands. Le Congrès a approuvé un budget de 50 millions de dollars pour la base, mais le coût total a dépassé les 100 millions de dollars. Pourquoi les États-Unis dépenseraient-ils une telle somme pour quelque chose qui n'offre pas de bénéfices directs? Eh bien, la base aérienne du Niger numéro 201 représente un atout stratégique pour les États-Unis, avec un accent principal sur la collecte de renseignements et la surveillance. Tout d'abord, en tant qu'emplacement central pour les missions de surveillance et de reconnaissance, la base aérienne du Niger numéro 201 utilise des véhicules aériens sans pilote ou drones pour recueillir des informations à travers des activités de surveillance et de reconnaissance, fournissant des données en temps réel sur divers aspects de la région. La base joue également un rôle crucial dans la surveillance des menaces sécuritaires dans la région, en particulier dans les zones touchées par l'instabilité, le terrorisme ou d'autres risques potentiels. Les drones sont déployés pour observer et suivre les mouvements, identifier les menaces potentielles et contribuer à la conscience situationnelle. De plus,
les États-Unis utilisent la base de drones pour exécuter des opérations de contre-terrorisme ciblées. Mais c'est les États-Unis qui définissent ce qui est du terrorisme et ce qui ne l'est pas. Les drones sont un stratagème pour identifier et engager des individus ou des groupes associés à des activités extrémistes, contribuant aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région. Les renseignements recueillis lors des missions ISR à la base aérienne du Niger 201 sont cruciaux pour des opérations militaires plus larges. Ces informations soutiennent la planification et l'exécution de stratégies militaires, améliorant l'efficacité des forces américaines et alliées dans la région. De plus, les États-Unis visent à contribuer à la stabilité et à la sécurité régionale grâce à une surveillance active et à la gestion des défis sécuritaires. Mais ce qui est plus, de cette manière, cela permet de garder un œil sur ce qui se passe dans le pays en plus de recueillir des renseignements sur les pays africains voisins. Par conséquent, à la fois les États-Unis et la France essaient de négocier avec le Niger. Le seul but est d'empêcher l'entrée de la Russie au Niger. Comme le groupe Wagner russe est présent dans la plupart des pays africains et aide ces derniers à se débarrasser du terrorisme pour toujours. L'Occident se sent menacé ici. De plus, l'Occident ne veut pas que les pays africains se rapprochent de la Chine. En d'autres termes, puisque la Chine offre des avantages économiques et que la Russie a la capacité d'offrir de la sécurité, ils créent tous les deux une combinaison mortelle contre l'Occident. Qui plus est, la Russie et la Chine ont déjà prouvé leur importance pour l'Afrique. En 2019, lors du sommet Russie-Afrique inaugural, 43 chefs d'État africains étaient optimistes quant à la Russie devenant une source majeure d'investissement et de commerce pour le continent. Le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à doubler les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique pour atteindre 40 milliards de dollars en 5 ans. L'influence de la Russie en Afrique a considérablement augmenté depuis le premier sommet Russie-Afrique. Cette croissance s'est manifestée par le soutien à des régimes autocratiques isolés avec des forces paramilitaires de Wagner, l'ingérence électorale et des accords d'échange d'armes contre des ressources. Moscou a gagné la faveur de ces régimes en les protégeant des sanctions internationales pour des prétendues violations des droits de l'homme ou la déstabilisation des pratiques démocratiques. Bien que les liens économiques entre la Russie et l'Afrique soient restés modestes, le continent offrait à Moscou une plateforme mondiale pour renforcer son image géostratégique. L'Afrique est restée ouverte à l'engagement russe et moins encline à critiquer Moscou pour ses actions en Ukraine, comme en témoignent les nombreuses visites du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, depuis l'attaque de mars 2022. L'importance de l'Afrique pour la politique étrangère russe ne cessait de croître. L'Occident est critiqué pour l'influence croissante de la Russie en République centrafricaine, au Mali et en Libye, ce qui violerait la souveraineté de ces pays. Mais qu'en est-il de la présence militaire des États-Unis, de la France et des Nations Unies ? Si le groupe Wagner pose problème en matière de souveraineté, pourquoi les pays occidentaux ont-ils des troupes dans des pays africains ? C'est la double norme que l'Occident utilise toujours. Beaucoup argumentent que l'hésitation de nombreux États africains à condamner ouvertement l'invasion de l'Ukraine par la Russie découle des liens profonds établis par Moscou à l'époque soviétique, générant une sympathie et un respect continu pour la Russie. À partir du milieu des années 1950, alors que l'Afrique devenait un champ de bataille clé de la guerre froide, l'Union soviétique a activement remodelé le paysage politique et sécuritaire du continent. Moscou a généreusement fourni une assistance économique et sécuritaire à divers groupes marxistes locaux, anticoloniaux ou anti-américains, soutenant les mouvements d'indépendance et aidant les gouvernements confrontés à des défis internes ou externes. L'Union soviétique a acquis de l'influence dans des pays africains majeurs, dont l'Algérie, l'Angola, l'Égypte, l'Éthiopie, la Libye et le Mozambique. Le Kremlin a fourni des armes, offert une formation militaire et des conseillers, et a favorisé les relations entre l'Union soviétique et les diverses communautés de renseignement africaines, laissant un héritage durable de matériel soviétique et de culture opérationnelle à travers l'Afrique. Après la dissolution de l'Union soviétique, la nouvelle fédération de Russie, confrontée à des troubles politiques et socio-économiques, a dû se désengager du continent. Cette interruption s'est traduite par une activité russe marginale en Afrique pendant environ 2 décennies. Plus tard, des efforts visibles de Moscou pour rétablir des liens avec le continent ont commencé au milieu des années 2000. En 2006, le président Vladimir Poutine a visité l'Afrique du Sud, suivi par son successeur, Dmitri Medvedev, en Égypte, en Angola, au Nigeria et en Namibie en 2009.
Le Kremlin a intensifié ses efforts diplomatiques après l'annexion de la Crimée en 2014, cherchant de nouveaux partenaires géopolitiques et des opportunités commerciales en raison des sanctions occidentales. Voici un rappel, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Poursuivons maintenant. Depuis 2014, de hauts responsables russes, dont le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev et le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, ont visité divers États africains, signant de multiples accords bilatéraux de coopération militaire, économique et sécuritaire, et annulant $1 milliard de dettes africaines. Cela a régulièrement suscité la jalousie et la crainte de l'Occident face à l'influence croissante de la Russie en Afrique. Le retour de la Russie en Afrique a coïncidé avec la réduction de l'engagement des États-Unis sur le continent, notamment la décision en 2018 de l'administration Trump de réduire les efforts de lutte contre le terrorisme en Afrique. Moscou a rapidement comblé le vide sécuritaire résultant. En 2019, le président Poutine a accueilli le premier sommet Russie-Afrique à Sotchi, renforçant ainsi le statut de la Russie en tant que partenaire stratégique fiable sur le continent et concluant des contrats militaires avec des nations comme la Syrie, qui a accepté d'acheter des hélicoptères d'attaque russes. Malgré la guerre, les sanctions et la pression occidentale, 17 chefs d'État africains ont participé au deuxième sommet Russie-Afrique en juillet 2023, signant des accords sur la prévention de la course aux armements dans l'espace, la coopération en matière de sécurité informatique et la lutte contre le terrorisme sur le continent. Moscou a également promis un allègement supplémentaire de la dette. Ces efforts diplomatiques continuent, comprenant des visites de haut niveau, des allègements de dette et des accords de partenariat stratégique, se sont révélés précieux aux Nations Unies. Le Kremlin a obtenu le soutien de nombreuses nations africaines lors de votes clés à l'ONU, remettant en question les États-Unis et leurs alliés au sein des cadres internationaux, notamment les résolutions condamnant l'annexion russe de la Crimée et les tentatives de démilitarisation de la mer Noire et de la mer d'Azov. En retour, l'Afrique bénéficie de la sécurité tant nécessaire que peut offrir la Russie. Étant donné que la France et l'ONU n'ont jamais réellement tenté de mettre fin au terrorisme dans les pays africains, les troupes russes peuvent s'avérer efficaces. Elles peuvent participer à des combats actifs et former les troupes africaines à lutter contre les terroristes. Ainsi, bien que l'impact économique et commercial de la Russie en Afrique puisse être modéré, ses liens en matière de défense et de sécurité avec le continent sont solides, impliquant la vente d'armes, des initiatives de formation militaire conjointe et les activités des sociétés militaires privées russes, les PMCS. La Russie est devenue le principal fournisseur d'armes de l'Afrique, représentant 40% des importations d'armes majeures du continent entre 2018 et 2022. Cela dépasse les importations d'armes combinées des États-Unis, qui s'élèvent à 16%, et de la France, qui s'élèvent à 7,6% au cours de la même période. Selon un rapport de la RAND Corporation, les ventes d'armes russes en Afrique ont augmenté, passant d'environ 500 millions à plus de $2 milliards annuellement au cours des dernières années. Notamment, les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie et l'Égypte, sont d'importants importateurs, avec respectivement 73% et 34% de leurs acquisitions d'armes en provenance de Russie depuis 2013. Cela comprend des avions de combat tels que le Su-24, le Su-30 et le MiG-29, ainsi que des systèmes de missiles comme le S-300. Au-delà de l'Algérie et de l'Égypte, plusieurs autres nations africaines, notamment le Mali, le Soudan, la République centrafricaine et l'Angola, reçoivent également des fournitures militaires russes. La dépendance des pays africains à l'égard des armes russes s'explique par plusieurs facteurs. Les armes russes modernes sont souvent plus économiques que les alternatives occidentales et compatibles avec les stocks de l'ère soviétique que de nombreux États africains conservent. De plus, contrairement aux États-Unis et à ses alliés, le Kremlin ne conditionne pas la livraison d'armes à des principes démocratiques ou à la protection des droits de l'homme. Cette flexibilité a permis à la Russie de fournir des blindés, des avions de combat et des systèmes de missiles à des pays africains en conflit, tels que la Libye, où elle a soutenu les efforts militaires du chef de guerre libyen Khalifa Haftar contre le gouvernement reconnu par l'ONU. En plus des transferts d'armes, Moscou a poursuivi une diplomatie militaire en Afrique en participant à des forums et exercices militaires dirigés par la Russie. Les Jeux internationaux de l'armée, auxquels ont participé une douzaine de pays africains depuis 2015, en sont un exemple.
La Russie a également organisé des exercices annuels de ponts d'amitié navale et de défense aérienne de l'amitié avec l'armée égyptienne et a soutenu les opérations de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, au Sahara occidental, au Soudan et au Soudan du Sud en fournissant des observateurs militaires limités. Bien que la présence militaire officielle russe puisse sembler modeste, les PMCS russes augmentent considérablement cette présence à travers le continent. Il est difficile d'estimer le nombre exact de PMCS russes ou de leurs opérations en Afrique. Cependant, des rapports disponibles indiquent l'existence d'au moins 7 PMCS russes impliqués dans un minimum de 34 opérations dans 16 pays africains depuis 2005. Cette augmentation de l'activité des PMCS a eu lieu au milieu des années 2010, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et de son intervention dans la guerre syrienne en 2015. Le groupe Wagner se distingue parmi ces PMCS. Cela a permis aux pays africains de juger quelle force militaire serait la plus efficace pour lutter contre le terrorisme dans leur pays. Ils ont le choix entre les troupes françaises et américaines qui sont restées en place pendant des années sans rien faire, ou bien le groupe Wagner et d'autres groupes militaires russes pour mettre fin au terrorisme en un temps record. Les opérations de Wagner en Afrique comprennent des conseils aux dirigeants en difficulté, des campagnes pro-gouvernementales et de désinformation, la fourniture de formations militaires et la participation à des opérations anti-insurrectionnelles. Les activités du groupe s'étendent à des pays tels que la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Congo, le Gabon, la Libye, le Mali et Madagascar. La présence de Wagner en Afrique est remarquable pour son alignement sur les intérêts du Kremlin, illustrant la Russie échangeant des services de PMC contre des accès et des concessions économiques dans des États fragiles riches en ressources. L'implication du groupe dans la sécurité des responsables, la livraison d'armes, la formation militaire sur place et la participation à l'exploitation aurifère et diamantaire au Soudan, ainsi que les négociations d'accès au marché pétrolier en Libye, soulignent la nature multifacette de l'influence russe des PMC dans la région. Alors que la Russie offre la sécurité, la Chine veille aux intérêts économiques de l'Afrique. La Chine et l'Afrique partagent une amitié profondément enracinée, fondée sur les principes du président Mao Zedong et d'autres dirigeants de première génération de la République populaire de Chine et de politiciens africains. Cette connexion durable a été marquée par la démonstration constante de respect, d'appréciation et de soutien de la Chine envers l'Afrique. Le peuple chinois a traversé à la fois des défis et des triomphes aux côtés de ses homologues africains, ouvrant la voie à une voie distinctive de coopération. Lors du sommet FOCAC à Beijing en septembre 2000, les deux parties se sont engagées à l'objectif ambitieux de construire une communauté Chine-Afrique encore plus solide et à un avenir commun, ouvrant une nouvelle ère pour leurs relations. L'approche de la Chine envers l'Afrique est encapsulée dans les principes de sincérité, de résultats réels et de bonne foi, ainsi que dans les principes de la recherche du bien commun et des intérêts partagés. Vous devriez savoir que ces valeurs sont courantes dans les pays africains. Dans le passé, les pays africains n'ont eu de relation qu'avec l'Occident et ont dû faire face à son hypocrisie et à ses doubles standards. Mais lorsque la Chine vient et s'engage avec les pays africains, offrant un respect égal et une relation d'égalité, cela crée un lien plus fort. Ces principes incarnent l'essence de la culture chinoise et illustrent les traditions historiques de l'amitié sino-africaine, servant de modèle pour la coopération internationale avec l'Afrique. La sincérité reflète la manière dont la Chine traite ses amis africains, considérant la solidarité et la coopération avec les pays africains comme essentiels à sa politique étrangère. Cet engagement demeure déterminé, alors que la Chine renforce son soutien à la position de l'Afrique sur les questions mondiales et régionales. La Chine reste engagée à aider les pays africains à résoudre les problèmes continentaux, contribuant à la paix et à la sécurité. De plus, la Chine soutient les pays africains dans l'élaboration de parcours de développement adaptés à leurs conditions nationales, favorisant des changements d'expérience en matière de gouvernance et favorisant le développement et la prospérité communs. Les résultats réels représentent la détermination de la Chine à obtenir des résultats tangibles dans sa coopération avec l'Afrique. En tant que championne de la coopération gagnant-gagnant, la Chine intègre son développement à celui de l'Afrique, visant à améliorer les conditions dans les pays africains. La Chine soutient et assiste dans la mesure de ses capacités, honorant les engagements visant à étendre la coopération et les investissements, notamment dans l'agriculture et la fabrication. L'objectif est d'aider les pays africains à exploiter leurs ressources pour un développement indépendant et durable.
La Chine a investi 100 milliards de dollars dans les infrastructures de l'Afrique, soutenant des projets clés tels que l'extension de la centrale électrique de Hwanghae au Zimbabwe. Des villes africaines importantes comme Lagos, Nairobi et Addis Abeba ont connu des changements transformateurs grâce aux initiatives financées par la Chine, notamment le développement de chemins de fer, d'autoroutes et d'aéroports. Malgré la propagande occidentale, l'investissement bénéfique de la Chine en Afrique devrait augmenter, comme l'a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a souligné que les investissements de la Chine en Afrique sont conformes aux besoins de développement du continent, entraînant des avantages pour les populations chinoises et africaines. Wang a exprimé sa confiance dans la croissance continue de l'investissement chinois en Afrique, attribuant cela aux efforts collaboratifs entre les deux parties pour élargir la coopération. Un récent rapport sur le développement dynamique de l'Afrique, une collaboration entre l'OCDE et l'Union africaine, a mis en lumière les investissements directs étrangers, IDE, de la Chine en Afrique, atteignant 1014 milliards de dollars de 2017 à 2022. Cela constituait 18% des flux mondiaux d'IDE dans les projets neufs en Afrique, plaçant la Chine au même niveau que l'Europe et les États-Unis. Wang a reconnu les conclusions du rapport, mettant en avant le statut de l'Afrique en tant que continent regorgeant d'opportunités et une destination d'investissement prometteuse. Il a noté les progrès substantiels dans la coopération en matière d'investissement entre la Chine et l'Afrique au cours des dernières années, sous la direction des dirigeants chinois et africains. Les investissements de la Chine en Afrique ont affiché une croissance constante et présentent des perspectives prometteuses. Au cours du premier semestre de cette année, la Chine a contribué à hauteur de 1,820 milliard de dollars en IDE en Afrique, ce qui représente une augmentation de 4,4% par rapport à l'année précédente. Wang a souligné la confiance croissante des entreprises chinoises sur le marché africain, avec plus de 3000 entreprises chinoises investissant profondément en Afrique, dont plus de 70% sont des entreprises privées, constituant l'épine dorsale de l'investissement chinois sur le continent. Malgré les accusations infondées de certains responsables occidentaux et médias cherchant à ternir les investissements chinois en Afrique, les responsables et les analystes chinois affirment que les investissements chinois sur le continent continueront d'augmenter. Wang a souligné que, à mesure que la zone de libre-échange continentale africaine progresse, les entreprises chinoises rencontreront davantage de facilitations et de nouvelles opportunités pour explorer et investir dans le marché africain, contribuant à une coopération de haute qualité entre la Chine et l'Afrique. Wang a mis en avant l'impact positif des investissements chinois sur les communautés locales, notamment en termes d'opportunités d'emploi et de développement des infrastructures. De nombreuses entreprises chinoises opérant en Afrique emploient des travailleurs locaux qui contribuent activement au développement communautaire en construisant des ponts et des routes, en creusant des puits, en installant des lampadaires et en favorisant le transfert de technologies, les achats locaux et la formation du personnel. Ces efforts ont joué un rôle significatif dans la modernisation des secteurs agricoles, manufacturiers et de services de l'Afrique, améliorant les techniques de fabrication et de transformation et créant une valeur ajoutée plus importante, contribuant ainsi de manière substantielle à la stabilité, au développement et à la prospérité des pays africains. Maintenant, peu importe à quel point les États-Unis et la France supplient le Niger et d'autres pays africains de ne pas établir de lien avec la Russie et la Chine, le changement a eu lieu. Les pays africains ont judicieusement conclu que la Russie et la Chine offrent plus d'avantages que l'Occident, ce dont l'Afrique a besoin pour devenir le centre du monde. Qu'en pensez-vous ? Les pays africains comme le Niger devraient-ils donner une nouvelle chance à la France et à l'Amérique et rompre leurs liens avec la Russie ? Ou est-ce une bonne opportunité de se débarrasser à jamais de l'Occident et de forger de nouveaux liens avec la Russie et la Chine ? Faites-nous part de vos réflexions sur les pays avec lesquels l'Afrique devrait s'allier. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo, restez connectés.